Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. L'artisanat est la rencontre entre une main qui maîtrise, un cœur qui s'engage et un temps que l'on accepte de respecter. Dans un monde qui va toujours plus vite, il existe encore des femmes et des hommes qui choisissent la patience et le geste plutôt que la précipitation et l'uniformisation. Aujourd'hui, je suis très fière dans cet épisode hors série de Passion sans modération de vous emmener à la rencontre de 4 dirigeants engagés qui font vivre, chacun à leur manière, l'excellence artisanale française au sein du collectif Maisons et Savoir-faire d'Excellence. Merci et bienvenue à mes 4 invités. Bonjour Laurent Agnuret, administrateur de la maison Bartouille. Vous représentez une maison emblématique des Landes, reconnue pour son foie gras et son saumon fumé artisanal et surtout votre attachement profond au savoir-faire traditionnel. Bonjour Laurent. Bonjour. Raphaël Kizélé. Et là, j'aime l'Alsace. Président de la maison alsacienne de biscuiterie, vous perpétuez l'héritage gourmand de l'Alsace à travers des biscuits qui racontent une histoire, un territoire et une culture. Bonjour Raphaël. Bonjour. Frédéric Zemet, directeur général de la maison Leclerc-Briand, vous défendez une approche exigeante et visionnaire du champagne, portée par la biodynamie, le respect du terroir et la quête permanente d'authenticité. On adore ça. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et enfin, un petit peu d'Italier du Sud, Thomas Roiseau à la tête de Café Biacelli. Vous contribuez à faire découvrir l'univers du café de spécialité à travers une sélection rigoureuse des origines et une torréfaction de précision. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, je vous garde, je te garde, on peut se tutoyer, pas de souci. Bien sûr, avec aucun problème. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Pourtant, peu de personnes, finalement, savent réellement ce qu'est un grand café. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus, un peu de pédagogie ici ce matin ? Oui, avec plaisir. Déjà, le café, c'est un produit qui est vivant. C'est un produit qui évolue, c'est un produit qui pousse sur un arbre. Voilà, c'est pas une capsule qui arrive dans une tasse. Donc il y a un vrai travail avant de producteurs qui vont en fait planter des caféiers. Et comme dans l'univers de la vigne, du vin, de l'œnologie, il existe aujourd'hui l'univers de la caféologie. Donc nous aussi, on va parler maintenant d'appellation, de millésime, de terroir. Et un bon café, un grand café, c'est un café qui va être classé, pour lequel on va donner une note ou une lettre. Et nous, chez Café Biacelli, nous n'achetons que les plus beaux grades, que ce qu'on appelle des grands crus dans notre jargon. Le meilleur du meilleur. Café Biacelli. Voilà. Et donc, tu parles des lettres ? Oui. Tu peux nous donner des exemples ? Oui, bien sûr. Par exemple, sur les pays comme la Colombie, enfin, on va dire plus généralement tout ce qui est Amérique centrale, Amérique latine, on va donner une lettre au café. Là, on va lui donner ce qu'on appelle un grade. Donc, on va parler, par exemple, de SHB. On va parler, on a plein de petits mots à nous. Et en fait, cette lettre, elle est donnée selon la qualité du café. Donc, une fois que le café est cueilli, on va le travailler. Une fois que tous les travaux de tri, de séchage et de conditionnement sont faits, on va regarder le nombre d'anomalies qu'on va retrouver dans le sac de café. Si on en retrouve peu, voire pas du tout, on va lui donner la meilleure note possible. Voilà. On va aussi, selon la taille du grain, selon la couleur du grain, ça va aussi indexer la note. Et donc nous n'achetons vraiment, je répète, que le meilleur du meilleur. Donc ça coûte plus cher, mais ça amène une qualité qui est constante tout au long de l'année sur ces cafés. Et puis, bien sûr, après, il y a le travail du maître torréfacteur, mon métier, qui va être ensuite de sublimer le café au moment de sa torréfaction, de sa cuisson, pour que vous ayez le meilleur possible dans la tasse. Je sens déjà un petit feu, comme s'il y avait du café autour de nous. Merci en tout cas pour cette belle histoire. Raphaël, oui. Moi j'ai envie qu'on parte dans l'Est. Je comprends. Donc tes biscuits racontent une région, une belle région, faut le dire. Comment transforme-t-on un patrimoine culinaire en une émotion que l'on peut déguster ? Alors c'est une très bonne question déjà, merci. Le patrimoine culinaire, pour moi, ne se vit et ne se lit pas que dans un livre. Il se vit également dans des souvenirs.
Notre rôle est de transformer cet héritage en une émotion immédiate. Dès la première bouchée, en tout cas quand on déguste nos produits, nous voulons que l'on retrouve l'odeur d'un repas familial, le goûter qu'on avait chez ses grands-parents ou bien des odeurs qu'on a pu capter lors des visites sur nos marchés de Noël, par exemple. En Alsace, ce qui est en particulier, c'est que chaque biscuit raconte une histoire, celle d'un terroir, d'un savoir-faire transmis de génération en génération et d'une culture du partage qui est vraiment évocateur de notre région. Je pense que tu confirmes. Moi, je sens déjà la cannelle. Un petit peu, tu parles, je sens la cannelle. Et de la fameuse étoile cannelle. Oui. Au fond, nous ne vendons pas simplement que des biscuits à la maison alsacienne de biscuits. Nous proposons une expérience sensorielle qu'on retrouve également au travers de nos 13 boutiques, où chaque badaud, chaque passant, lui se voit offrir en fait une dégustation. Donc c'est comme ça qu'on captive également ces badauds qu'on transforme en clients et surtout en clients fidèles. Et quand un biscuit parvient à faire naître un sourire, un souvenir ou une envie de partager, alors le patrimoine est vraiment devenu une émotion que l'on peut véritablement déguster. Tu parles des 13 boutiques, donc oui. Circonscrites dans quel territoire ? Alsace-Lorraine. D'accord. Pour le moment. Tu peux nous donner les villes ? Donc on a Strasbourg, on a bien sûr Colmar, la ville où se trouve le siège social et l'atelier de production, mais on a également Metz et bien d'autres, tous les villages historiques et pittoresques, que ce soit Egisheim, Rigvir, Obernai, etc. Alors Rigvir, j'aime beaucoup parce qu'il y a Käthe Wohlfahrt. Oui, là-bas. Magnifique, magnifique boutique. La boutique de Noël, ah là là, c'est ouverte toute l'année. Voilà. Tu nous fais rêver, c'est joli, beaucoup de poésie. Donc, bienvenue en Alsace. Merci. Alors, on va passer au champagne. C'est là-bas le champagne. Donc, le champagne. Toi, Frédéric, tu as fait le choix de la biodynamie très tôt, bien avant qu'elle ne devienne tendance, parce qu'on parle beaucoup de modernité, d'innovation, de réajustement. Qu'est-ce qui a guidé cette conviction assez précoce dans ta technique ? Alors moi, je suis assez récent chez Leclerc-Briand, j'y suis depuis 15 ans. Donc celui qui a fait le choix de la biodynamie, c'est l'un de mes lointains prédécesseurs qui s'appelait Pascal Leclerc, et son père avant lui, Bertrand Leclerc, qui ont fait le bio et la biodynamie en Champagne dès les années 50. Donc dès avant les certifications bio et biodynamie qu'on connaît aujourd'hui. Il ne le faisait pas pour se peindre en vert, il ne le faisait pas pour sauver la planète, c'était pas tant le sujet dans les années 50 et 60. Il le faisait par conviction et aussi pour préserver leur santé. L'un et l'autre étaient un peu souffreteux et c'était assez vite rendu compte que le fait d'utiliser des produits issus de la pétrochimie pour traiter un vignoble, ça n'était pas forcément très bon et ça aggravait leurs maux. Donc, le choix qu'on a fait quand on a repris la maison il y a maintenant une quinzaine d'années n'est pas véritablement un choix. C'est un choix qui s'est imposé à nous parce que cette maison, Leclerc-Briand, est une des pionnières de la bio et de la biodynamie en Champagne. Alors là encore, un petit peu de pédagogie pour les néophytes. Qu'est-ce qu'on appelle la biodynamie ? Alors, pour être biodynamie, certifié, entre guillemets, alors il faut commencer par être bio. Donc, on va peut-être donner une simple définition de ce qu'est le bio, et c'est une définition en creux ou en négatif. Si on veut être bio, on s'interdit d'utiliser des produits de traitement issus de la pétrochimie. C'est aussi simple que ça. On fait tout ce qui n'est pas pétrochimie. Avec ça, on est bio. Ensuite, biodynamie, c'est un peu plus ésotérique, entre guillemets, un peu plus intellectuel, je dirais même. C'est d'ajouter à cette couche de bio une couche de considération de la nature est avec nous. Et essayons d'en tirer le meilleur et essayons de lui demander gentiment de remplacer nos gros bras par son assistance. Et je ne dis pas qu'il faut la prier tous les matins, mais presque. Utilisons les forces de la nature, demandons-lui gentiment de nous apporter un petit peu de sa commisération, un petit peu de sa gentillesse, un petit peu de sa bienveillance pour faire le meilleur raisin. C'est très beau, mais c'est très... Messieurs, vous êtes très poétique aujourd'hui. Laurent, il faut continuer dans cette logique. Merci. Alors, la Maison Bartouille est une référence du foie gras et du saumon fumé depuis plusieurs générations. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir l'héritage, la modernité et tout ce pendant d'adaptation. Comment fait-on vivre un héritage aussi fort sans jamais le figer, sans jamais s'en lasser ? C'est depuis l'origine de la maison. C'est aujourd'hui la 3e génération. L'entreprise aujourd'hui est gérée et administrée par Guillemette et Pauline Bartouille, donc une maison 100% familiale qui ont repris en fait la gouvernance de la maison après moi. C'est le niveau d'exigence depuis l'origine, depuis la création de la maison en 1929.
il y a eu un niveau d'exigence qualité qui a toujours été impulsé en fait par la famille pour sortir en fait des niveaux de qualité et des niveaux de produits qui répondent bien à la demande des clients. Et c'est aussi les équipes qui ont suivi ces niveaux d'exigence, ces niveaux de qualité, pour aujourd'hui être toujours au top en fait sur nos productions, sur nos fabrications, que ça soit au niveau des saumons fumés, des foie gras, des conserves fines et du tarama. Alors justement, c'est assez clivant et la filière du canard. Comment ça se passe concrètement le gavage ? Le gavage, l'engraissement se fait. Encore de la pédagogie. Ouais, se fait. La maison Bartouille, en fait, on a établi un cahier des charges où on prend le canard à un jour et on l'emmène jusqu'à la commercialisation, sans aucun transfert entre différents intervenants. On a un niveau d'élevage en fait de 15 semaines, qui est un niveau d'élevage qui est assez long par rapport à ce qui se peut se faire en fait dans l'industrie ou dans les process semi-industriels. Et ensuite, on va procéder en fait à un engraissement, à un gavage manuel en fait avec nos éleveurs gaveurs qui prennent soin des canards en fait au moment de l'engraissement pour arriver en fait à maturité pour nous donner en fait un animal qui soit de qualité et des foie gras de qualité. Voilà. Nous gaverons nos canards en fait d'une manière tout à fait traditionnelle. Voilà, on attrape encore les canards un par un pour savoir en fait si le premier repas a été digéré ou pas. On va toucher le jabot du canard et on adapte la quantité de maïs à chaque canard, à chaque animal pour qu'il se comporte bien et qu'il aille bien sur le plan sanitaire. Merci beaucoup. Je reviens au café. Thomas, à quel moment vous avez compris dans la maison Biacelli que votre métier, c'était pas seulement vendre du café, mais vraiment révéler un produit gastronomique ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est arrivé le jour où j'ai rencontré un MOF 3 étoiles de notre région. Donc nous sommes basés à Dijon, en Bourgogne, dans une belle région viticole. Et en fait, je rencontre ce chef et je lui fais déguster mes cafés. Et là, je vois dans ses yeux qu'il aime vraiment mon produit. Et à ce moment-là, je comprends que j'ai juste de l'or entre les mains, que c'est un produit qui est très apprécié. Le chef, je le salue, il s'appelle Éric Pras, c'est le chef de la maison La Meloise à Chagny. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Et puis, grâce à Éric Pras, derrière, je rentre au sein du groupe Bernard Loiseau, tout le groupe Bernard Loiseau. Donc, on est vraiment sur du café de gastronomie, de haute gastronomie. Et c'est à ce moment-là, c'est cette rencontre avec ce chef qui a particulièrement, qui a été un déclencheur sur notre savoir-faire. Parce que c'est vrai que souvent le café, déjà, c'est en fin de repas. On a tendance à être assez robot. Voilà, on prend un café, on met son sucre dans le café et puis on s'en va. Là, c'est vrai que c'est une expérience du coup sensorielle, voire d'émerveillement, et c'est ce que tu retranscris dans ce témoignage. Oui, aujourd'hui, par exemple, avec certains de mes clients, on travaille beaucoup donc en café, hôtel, restaurant, plutôt sur du milieu de gamme, haut de gamme. Aujourd'hui, on vient carrément en présentation sur table de café. On fait sentir le café déjà torréfié, on fait sentir le café au client. S'il apprécie, on va le moudre devant lui et on va faire ce qu'on appelle une extraction lente. Donc en fait, on va venir tout simplement apposer de l'eau chaude sur le café, on va le laisser filtrer. Et tout ça, ça se fait devant le client. C'est absolument magnifique à faire en termes de présentation et de service. Et puis ça révèle tous les arômes. Et ça change d'un expresso classique. C'est-à-dire l'expresso, il va avoir ce côté un peu frappé, un peu fort, un peu intense. Alors que ce qu'on appelle une extraction lente, donc vraiment un filtre à café dans lequel on met du café moulu, là en fait, on va révéler tous les arômes du café. Ça prend le temps en termes de filtration. Et ça donne des goûts qui sont absolument merveilleux. Et des souvenirs. Et beaucoup de souvenirs. Merci. Donc les souvenirs alsaciens, je reviens Raphaël. J'ai vu que vous faisiez des créations au yuzu. Donc là encore, comment gérez-vous à la fois la créativité sans jamais perdre l'ADN finalement de cette tradition quasi ancestrale des biscuits alsaciens ? Ça, c'est une excellente question. L'Alsace, c'est souvent très traditionnel, voire traditionnaliste. Néanmoins, pour parler effectivement de cette nouveauté qui était donc le macaron coco au yuzu, on part donc d'une recette emblématique qui était donc le macaron coco. C'est en 1996 que Jean-Marc Muller, mon prédécesseur, avait donc créé ce concept à Rigvir et donc a fait vraiment l'aura de la maison depuis. Donc l'idée, c'était comment twister en fait avec des goûts un peu contemporains ce produit phare. Donc cette année, c'était le yuzu.
mais demain, ça pourrait être d'autres formes. En tout cas, on s'éloigne jamais de notre ADN propre, à savoir une recette vraiment traditionnelle, mais qu'on peut rendre un peu contemporaine par l'adjonction, effectivement, ça peut être de la présentation, ça peut être du parfum, etc. En tout cas, chez nous, la tradition, c'est l'ADN de la maison. Donc, c'est à la fois un chemin, avec des bornes à gauche et des bornes à droite, mais l'aire de jeu est quand même assez grande. En tout cas, on ne divise jamais de la tradition, mais on peut la twister. C'est vraiment ça le mot magique chez nous au niveau de l'innovation. Et donc, nos collaborateurs sont très sensibles à ça, puisqu'effectivement, on a tout ce qui est intergénérationnel. Donc, on leur laisse aussi la latitude de nous proposer des choses. Et là, je remercie mon responsable R&D, Nicolas Kerber, quelqu'un qui a fait de très belles maisons dans son passé et aujourd'hui se révèle au grand jour avec des idées parfois remarquables. Donc, merci Nicolas. J'ai une question qui me vient concernant les épices, par exemple la cannelle, la badiane, la muscade, en tout cas toutes les épices aussi, puis même le poivre, la girofle, du pain d'épices. Vous vous sourcez où ? Alors nous, on passe souvent par des grossistes spécialisés. Ça, c'est une grosse particularité. Donc, c'est souvent du style la coopérative des boulangers, qui se situe d'ailleurs à même pas 200 mètres de notre site de production. D'accord. Ou alors chez des grands faiseurs comme Colin Ingrédients, par exemple, des gens qui ont une expertise. Et cette expertise, elle est très importante, notamment dans ce monde un peu farfelu aussi des épices, où on trouve un peu du tout comme du pire, mais parfois du meilleur. Et c'est ce qu'on essaie de sélectionner. Merci beaucoup, Raphaël. Frédéric, alors, parmi les valeurs cardinales de la maison, respect, singularité, émotion. Laquelle est la plus difficile à préserver aujourd'hui ? Alors, tu viens là de donner la définition de l'ADN de la maison. Les vertus cardinales, respect, singularité, émotion. Respect, c'est une valeur qui est arrivée avec Bertrand Leclerc dans les années 50, je l'ai expliqué tout à l'heure. Respectueux de tout, respectueux de sa santé aussi, ce qui fait que, par osmose, il est devenu respectueux de son terroir, de sa vigne, de son raisin, de son vin et de ses consommateurs. La singularité, elle a été apportée par son fils, Pascal Leclerc, dans les années 80 jusque dans les années 2000-2010. Singularité dans son mode de communication. Le garçon a quand même inventé la descente de cave en rappel. On est sur du farfelu qu'il faut respecter. On est sur du lourd, oui. Mais je respecte ça parce que bien sûr. Voilà, c'est une des vertus de la maison aujourd'hui d'être singulière. Et il a aussi plusieurs fois il est apparu dans le guide Guinness, le livre Guinness des records, pour avoir commis, tenez-vous bien, on n'est pas dans le dîner de con, mais pas loin, pour avoir commis la plus grande pyramide de verre du monde. Combien 15 mètres de haut, 50 000 verres, 5 jours à 5 personnes. Quelque part à Las Vegas, bien sûr, sans doute avec Céline Dion. Et donc, j'ai la photo du brave Pascal Leclerc en haut de son escabeau, sabrant un magnum et faisant donc couler le champagne dans la pyramide de verre. Voilà. Donc ça, c'est un côté très singulier dans sa communication. Plus sérieusement, le garçon a quand même amené, on en parlera peut-être un peu plus tard, il a amené des sélections parcellaires dans la maison. Bref, en tout cas, il a amené une singularité certaine qu'on s'efforce de travailler. Et nous, avec mon chef de cave, depuis qu'on a repris cette maison en 2013, on a ajouté une troisième vertu, ou valeur cardinale à la maison, qui est l'émotion. L'émotion. En fait, il y a un petit jeu de mots derrière, parce que ça fait respect, singularité, émotion, c'est notre RSE à nous, n'est-ce pas ? On se l'invente, notre RSE. On ne fait jamais les choses comme les autres, donc on innove également en matière de RSE. Et cette émotion-là, c'est celle qu'on est censé, quelque part, suggérer ou découvrir quand on déguste une bouteille de clairvoyant. Donc, notre plus belle aventure, qui parfois nous met les larmes aux yeux, c'est quand on voit quelqu'un qui découvre nos champagnes pour la première fois et qui commence à pleurer. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et quand ça nous arrive, eh bien, quand on voit ça, on pleure aussi, nous. Parce que on fait ce métier-là pour ça. On n'est pas des vendeurs de bibines, entre guillemets, on est des passeurs d'émotions. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, et c'est sans doute la vertu ou la valeur cardinale la plus compliquée à préserver et à caresser tous les jours, à faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. La routine, c'est la mort. Voilà. Il y a beaucoup de punchline. La nature est avec nous et la routine, c'est la mort. Je note. C'est tellement vrai. Merci beaucoup. C'est notre philosophe, Frédéric. C'est ça, je vois ça. Laurent, toi, tes produits sont présents sur les plus grandes tables. Qu'attendent aujourd'hui les chefs et le monde de la gastronomie quand ils choisissent un produit signé la Maison Barthouille ? La singularité des produits différents, des traçabilités, en fait, voilà. Un goût spécifique, des goûts spécifiques marqués, de la finesse, de la longueur en bouche. Voilà ce qu'attendent les chefs un peu au niveau de nos produits.
Sur la partie saumon, en fait, on travaille nos saumons d'abord sur avoir un goût de poisson, en fait, avec un salage maîtrisé, un fumage maîtrisé au bois d'aulne. Nous attachons au quotidien, en fait, à sourcer les meilleurs produits du marché. On achète les meilleurs saumons du marché, tout en frais, non congelés, que ce soit des produits d'élevage ou des produits sauvages. On se déplace sur les zones d'élevage, on achète directement aux pêcheurs tous nos saumons sauvages. Ça, c'est pour la partie saumon. Et pour la partie traçabilité canard, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on travaille avec notre petit réseau d'éleveurs-gaveurs. On travaille sur des petites quantités avec eux. On a un profond respect, en fait, pour le monde agricole qui nous entoure, en fait, dans les Landes. Voilà, ils font partie intégrante de notre maison. Et c'est vraiment ce que les chefs recherchent, en fait, des produits avec de la traçabilité, des produits avec du goût, qui soient marqués, en fait, en tant que matière première. Voilà. Avant que les produits soient transformés ensuite et magnifiés par les chefs. Voilà. Quel pays pour l'élevage ? Nous, on travaille avec une ferme en Norvège, voilà, on travaille avec eux depuis une bonne quinzaine d'années, qui est encore une ferme d'élevage de saumon familial. Et sur la partie sauvage, on travaille des produits aussi sauvages en Norvège et des produits de la mer Baltique qui sont pêchés au nord de l'île de Bornholm, en fait. Voilà. Et sur la partie tarama, on est la seule maison à travailler encore des taramas frais, sans pasteurisation, uniquement un salage fin, en fait, de nos eaux de cabillaud, un fumage raffiné derrière, et voilà, une technique d'élaboration de notre recette très très simple, avec un apport d'huile, un peu de mie de pain, un peu de lait, c'est tout, quoi. Sublime. Ouais. Merci beaucoup. Thomas, on compare souvent le travail du torréfacteur à celui d'un chef, parce que maintenant, il y a des meilleurs ouvriers de France. Je ne sais pas depuis quand on a des MOF torréfacteurs. Ça va faire 5 ans, 6 ans maintenant. Ouais, donc c'est des nouvelles disciplines. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait la différence, du coup, entre un café correct et un café d'exception, qui donne les larmes aux yeux ? Ce qui va faire la différence, c'est le goût, bien sûr, c'est ce que vous allez ressentir en bouche. Et c'est là où l'art du maître torréfacteur rentre en jeu, c'est-à-dire que vous avez bien sûr la qualité du produit intrinsèque, du café qui a été cueilli à la main, traité, séché, et puis après, ce café qui arrive chez nous, soit on va le faire cuire tout seul, et c'est ce qu'on appelle une origine pure, un terroir tout seul, ou soit sinon on va l'assembler ou le mélanger. Mais nous, on assemble. Alors, c'est quoi la différence ? C'est que l'assemblage, en fait, on va prendre 1, 2, 3 terroirs différents, on va les faire cuire ensemble, et ça va donner, on va avoir un mélange de goût à l'intérieur, et c'est la signature du maître torréfacteur. Ou sinon, vous avez versus les mélanges. Les mélanges, c'est le lundi, vous faites cuire le Brésil, le mardi, tel terroir, et puis le mercredi, vous réunissez tout ça. Et ben, nous, on pense que c'est moins bon parce qu'il n'y a pas eu ces mélanges à l'intérieur, ces mélanges d'arômes. Donc, nous faisons des assemblages. Et puis après, la petite différence aussi entre un très grand café et puis le reste, c'est que effectivement, quand vous allez le boire, vous allez avoir des arômes qui vont ressortir en bouche et qui ne sont pas des arômes de brûlé. Et assez souvent, quand vous buvez un café, notamment les cafés industriels, c'est la première sensation que vous avez au moment où vous allez boire la première gorgée, c'est cette notion presque de fumée, mais même pire que ça, de brûler. Au sein des cafés Biacelli, effectivement, quand vous allez déguster notre café, la première sensation, j'espère que vous allez avoir, la première émotion, c'est cette douceur, c'est cette rondeur que vous allez avoir en bouche. Cette gourmandise. Cette gourmandise, exactement. C'est ça qui fait la différence entre un grand café et puis un café lambda. Merci. Raphaël, on parle beaucoup de recettes de tes biscuits, mais finalement, le secret est surtout dans la maîtrise du geste artisanal. Est-ce que tu nous emmènes en coulisses pour savoir comment se fabriquent les biscuits ? Comment ça se passe entre les achats, la prod, la distrib ? Mais avant tout, pour faire un bon biscuit, il faut quand même une bonne recette. Ça veut dire que la liste d'ingrédients de base est quand même nécessaire. Maintenant, pour sublimer un biscuit, il y a 2 choses. Il y a le ou les gestes, donc de l'ensemble de nos collaborateurs. On a aussi des sémantiques particulières chez nous. On parle d'abaisser, on parle de touvrer, on parle de chablonner. Donc c'est quand même des jolis mots de la langue française. Mais tout ça pour dire que derrière, il y a un geste très précis. Ensuite, il y a aussi le temps. Le temps, Frédéric parlait aussi de la nature. Nous, on a moins la nature en atelier, mais on a le temps de la cuisson, le temps de la pâte qui se lève, le bon moment. Donc en fait, il y a toujours ce triptyque d'une bonne recette, d'un bon geste et du temps. Et quand tout ça est bien réuni, on arrive à faire de très bons biscuits.
Merci beaucoup. Frédéric, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc la sélection parcellaire. Qu'est-ce qu'une parcelle raconte qu'un assemblage plus classique ne raconte pas ? Ça, c'est de la terminologie, effectivement, viticole. Encore un petit peu de pédagogie. D'accord. Alors, partons peut-être de ce qu'est le champagne. Le champagne, c'est un vin d'assemblage. Assemblage de cépages. On connaît les 3 principaux cépages de la Champagne, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Assemblage de villages, qu'on appelle des crus en Champagne. Donc, on aura du raisin qui vient d'Ambonnet, du raisin qui vient du Bénigne-sur-Oger, du raisin qui vient de Mareuil-sur-Aille, et puis on fera un assemblage avec ça. Et puis, il y a également un assemblage d'années. Sur une vendange donnée, on ajoute très souvent des vins qu'on appelle des vins de réserve qui viennent des vendanges précédentes et qui viennent quelque part moyenniser ou équilibrer le goût ou le rendre consistant d'une année sur l'autre. Donc voilà, c'est ce qui est marqué sur le frontispice du comité interprofessionnel des vins de Champagne. Le vin de Champagne est un vin d'assemblage. Voilà, c'est la norme, c'est le dogme. Quand on fait des parcellaires, on fait tout l'inverse. On est à l'autre extrémité du spectre. Un parcellaire, c'est une cuvée qui vient d'une seule parcelle qui porte donc un seul cépage. Et quand en plus on le fait pour une année donnée, alors on a tout faux vis-à-vis de la règle du jeu champenoise. Et le tout faux, c'est exactement ce que cherche le clairvoyant. Voilà. On prétend faire du vin. Ensuite, on y met des bulles. D'accord ? Donc on a une approche qui est peut-être plus bourguignonne que champenoise dans son assertion assez classique et assez normée ou normative des choses. Donc on est toujours à la marge. J'aime bien dire qu'on est aux marches de la Champagne, tout en étant respectueux, bien sûr, de la grande famille champenoise. Mais on essaye de montrer qu'on peut être original en Champagne. Singulier. Et tout à fait singulier. C'est la singularité propre à Leclerc Briand. Merci beaucoup. Laurent, alors, depuis tout à l'heure, on parle de terroir de Champagne, de terroir d'Alsace. Toi, tes racines sont dans les Landes. Alors, comment ce territoire, si riche et si symbolique, façonne-t-il le goût, mais aussi une manière de travailler et d'appréhender, finalement, les produits ? Oui, nous, on est implanté à Peyrehorade depuis le début, en fait, dans les Landes, sud des Landes, en fait, où... la richesse du travail et le canard, parce que dans les Landes, il y a beaucoup de maïs, en fait, et que en fait, l'aliment adoré du canard, c'est bien le maïs, et en plus, dans les Landes, on produit un maïs de qualité, et c'est pour ça, en fait, que c'est une terre qui est riche en élevage de canard. On a été amené, en fait, c'est notre premier métier, le canard, et des conserves fines, en fait, dans notre maison. On a été amené à fumer du saumon à la fin des années 30 parce que nos ateliers canards sont situés à 150 mètres en fait des gaves réunies, des torrents pyrénéens qui se réunissent à Peyrehorade, qui était la rivière la plus saumoneuse de France. À cette époque-là, on parlait uniquement que de saumon sauvage, il n'y avait pas de saumon d'élevage. Et on a été amené en fait à fumer du saumon parce qu'un de nos clients nous a demandé en fait d'élaborer quelques recettes de saumon fumé. Les chefs à Paris commençaient à s'intéresser au saumon fumé et tout ça en fait. Donc voilà, on a commencé comme ça. Voilà. Donc c'est aussi l'histoire du saumon. Voilà pourquoi on fume du saumon en fait dans les Landes alors que culturellement en fait voilà on salait et on cuisait dans la graisse pour confire et faire du confit. Hein. Donc voilà un petit peu notre histoire. On est allé chercher en fait les méthodes de fumage de poisson au Danemark à l'époque. Le chef de fabrication est parti pendant quelques temps pour voir un peu comment on fumait du saumon parce que nous on savait pas faire. Voilà, il est revenu avec les recettes, les process, les plans des fumoirs et tout ce qui va bien. Et aujourd'hui, nos recettes et nos techniques de fabrication sont restées identiques à celles de la fin des années 30 en fait. Donc on est les derniers à fumer l'intégralité de notre production à l'ancienne, au bois d'aulne. Voilà. Donc voilà l'histoire des Landes avec le canard, le saumon. Ouais. Après le tarama, en fait, c'est Jacques Bartouille, en fait, le père de Pauline et de Guillemette, qui a élaboré une recette de tarama à la demande d'un client. Voilà. La vie d'une entreprise, c'était aussi la gestion des opportunités. C'est sûr. Et je pense que la famille a bien su faire et réussir tout en maîtrisant, en fait, l'intégralité de ces sujets au niveau des recettes pour que les nouvelles recettes apportent. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, Guillemette continue de travailler, en fait, sur notre souche de canard.
Voilà, on est en train de regarder et d'être acteur en fait dans une filière d'un canard qui a perdu sa souche en fait au fur et à mesure en fait de la vie avec l'industrialisation du foie gras, etc. Mais on est en train de repartir sur un principe d'élevage de canard Criachera, qui est une race ancienne en fait, qui était présente dans les Landes, dans les fermes à l'époque, donc une race qui était en train de s'éteindre. On est en train de la remettre au goût du jour avec quelques éleveurs autour de nous dans le Pays Basque, dans le Béarn, dans les Landes, pour essayer de faire quelque chose d'autre, voilà, et de proposer à notre clientèle un produit goûteux, savoureux, voilà, avec une belle identité régionale. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais vous poser des questions à tous, la même. Ce petit tour de table autour de ce que vous incarnez dans ce très joli collectif, et je comprends quand même aujourd'hui que effectivement, savoir-faire, excellence, c'est ce qui est autour de la table depuis tout à l'heure. Donc, merci pour toutes ces confidences à la fois très techniques et très émotionnelles. Alors, on parle souvent en ce moment d'intelligence artificielle. Là, vous incarnez l'intelligence manuelle, artisanale, la main de l'homme avant tout. Est-ce que chacun, vous pourriez me définir ce qu'est l'artisanat ? Le temps et le respect. Le temps. Le facteur temps, c'est quelque chose pour moi d'hyper important. Le temps, ça permet de respecter notre matière première, d'avoir en fait le temps d'élaborer, de massifier et de magnifier en fait plutôt nos produits pour arriver en fait à des points de dégustation qui soient top. Et sans le facteur temps, on n'y arrive pas. Sans le facteur temps, on n'y arrive pas. Quand on parle de saumon fumé aujourd'hui, en fait, vous parliez en fait d'intelligence artificielle, mais on peut aujourd'hui fumer du saumon en moins de 18 heures avec une cellule de fumage qui est une cellule technologique. Hein. Nous, il nous faut une semaine pour fumer un saumon, quoi, à peu près. Et sur la partie canard, voilà, on a aussi débuté depuis 3 ans une maturation sur os au niveau de notre viande de canard, en fait, pour avant de faire les confits, etc. Et on s'est rendu compte que, voilà, effectivement, en laissant le temps à la viande de se maturer sur os, on avait une qualité qui était bien meilleure que ce que l'on faisait avant, quoi. Voilà. Toujours aller vite. Nous, on est plutôt dans le contraire. Voilà. Aller vite et perdre l'essentiel, voilà. Parfois. Absolument. Absolument. Voilà. Moi, je rejoins complètement Laurent, effectivement, sur cette notion de temps. J'ajouterais également 2 autres notions. Sur le temps, nous, dans le café, par exemple, un industriel va faire cuire le café pendant 10-12 minutes. Nous, on va mettre 30 minutes. Pourquoi ? Parce qu'on va cuire plus lentement. On va prendre le temps aussi de la cuisson. Donc, on a un côté qui est moins brûlé. On accompagne bien en cuisson à cœur sur notre produit. Et les 2 autres notions que je voulais rajouter, c'était celle du geste. Aujourd'hui, dans l'artisanat, on peut utiliser de la machine, mais néanmoins, la notion de geste, nous, le maître torréfacteur, il est situé à côté de son torréfacteur. Il va venir échantillonner son produit, etc., pour vérifier qu'on a atteint une bonne cuisson. Un industriel, il est derrière un ordinateur, il va ouvrir des vannes, en refermer, etc. Donc, il y a cette notion du geste. Et puis, la deuxième chose, parce que j'en suis issu, il y a aussi la notion d'héritage, de transmission. Moi, c'est une entreprise familiale fondée par mon père. Donc, il y a cette notion de transmission et j'espère, peut-être, que mes enfants, un jour, reprendront ma torréfaction. Donc, voilà, ça, dans le monde industriel, on en trouve aussi, et tant mieux. Mais néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, dans l'univers artisanal, c'est cette notion de continuité, de perpétuité, de transmission du savoir-faire oral. Tout ça, ce sont des données qui sont vraiment importantes dans l'artisanat. Frédéric ? Oui, avec Laurent et Thomas, on a pas mal épuisé la définition de l'artisanat. Donc le temps, oui, la transmission, oui, le respect, bien sûr, le respect, l'originalité. L'artisan, il se doit quand même d'être original. On n'est pas artisan comme on l'était il y a 100 ans. Il faut tout de même ne pas oublier d'évoluer avec son temps quand même. L'artisan peut très bien se nourrir d'intelligence artificielle. L'important, c'est que ce soit au service de son geste, du respect qu'il a de sa matière première et du souci qu'il a de transmettre un jour son savoir et ses techniques ou son talent et sa philosophie. Merci. Et Raphaël ?
Alors l'artisanat chez nous, c'est au-delà du savoir-faire. On va aussi parler de savoir-être, puisque chez nous, il faut également savoir sentir, il faut savoir regarder, il faut savoir écouter aussi ce que nous révèle une cuisson, une levée de pâte ou autre. Et bien sûr, le temps est un point commun à tout. Et chez nous, on a une maxime qui est assez partagée par l'ensemble de nos collaborateurs, c'est que les ingrédients, effectivement, racontent la recette, mais le geste que fabriquent ou que produisent les hommes et les femmes crée en fait le biscuit. Donc en fait, c'est vraiment pour cette synthèse, entre guillemets, qui pour nous relève de la définition claire de l'artisanat. Très joli. Je suis imprégnée, imbibée par ce que vous dites, c'est vraiment très beau. À l'inverse, en creux, qu'est-ce qui menace aujourd'hui le plus notre savoir-faire français et notre excellence à la française ? Alors moi, si je parle de mes produits, si on parle de ces notations qu'on a, moi je vends des produits catégorisés E. Alors nous, on va dire que c'est de l'émotion. Je rejoins un peu ce que dit Frédéric Zemmet. Simplement, on mange peut-être pas tous les jours des biscuits, mais en tout cas, nous, on vend du sucre, oui. On vend du beurre frais, oui. On vend certaines matières grasses, oui. On vend des pâtes. Du goût, déjà, voilà, on vend du goût. Mais le goût rentre pas dans les algorithmes, malheureusement. Et donc, en fait, moi, ce qui me surprend, c'est ce mépris profond de l'univers des grands pensants de notre cher pays, malheureusement. Et aujourd'hui, nous, notre collectif, en tout cas, il sert aussi à faire comprendre qu'on mange pas tous les jours nos produits, mais pour le peu qu'on mange, il révèle de l'émotion et participe encore à l'engagement qu'on a et notre volonté de pas baisser les bras. Récemment, j'ai appris qu'on a une nouvelle taxe comportementale qui est sortie au mois d'octobre l'année dernière. Incroyable. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est ? La taxe sur le sucre. À partir du moment qu'on dépasse les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans un atelier de production, on est taxé au sucre. Bien sûr que moi, je rajoute du sucre, dans ce qu'on appelle le sucre ajouté. Évidemment, dans une recette, je mets environ entre 30 et 40% de sucre. Donc c'est encore quelque chose qui est passé sous le radar dans un gouvernement qui n'a pas forcément eu l'écho non plus qu'il méritait. Donc à suivre. Donc on se bat tous les jours, mais c'est pas évident. Mais on lâche pas. Très bien. Frédéric, t'étais fâché aussi tout à l'heure. Tu voulais parler de quelque chose par rapport au champagne ? Non, moi, ce qui me fâche et ce qui m'irrite, c'est la norme. Voilà. Pourquoi être normé ? Et c'est surtout la complaisance avec laquelle le monde entier se met à la norme, comme si c'était quelque chose contre lequel on ne pouvait pas se battre. Donc battons-nous en tant qu'artisans pour que la norme ne devienne pas la norme, ou pour que nous devenions la norme, peut-être. Troisième punchline, Frédéric. Voilà. Et pour moi, je travaille avec du vivant, voilà, avec une ressource. On est aussi bien sur les saumons sauvages que sur les saumons d'élevage, voilà, avec la pratique à l'art gras aussi. On a vu dernièrement, on a eu des épisodies de grippe aviaire. Donc c'est aussi des éléments qui peuvent venir perturber notre équilibre. Voilà. Et toi, Thomas ? J'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être effectivement insister sur la menace législative. On a effectivement des grands penseurs qui vont mettre en place des lois et qu'on comprend, mais qui effectivement s'empilent sur de l'existant et qui au bout d'un moment deviennent très très contraignantes pour des toutes petites structures, pour des microstructures. Effectivement, alors, ça l'est aussi pour les grands industriels, hein, ça l'est pour tout le monde, mais aujourd'hui peut-être un industriel va avoir des reins plus solides pour générer une transition. Quand une petite structure familiale, oui, mais là il faut changer ça, il y a une taxe sur le sucre qui arrive, ah oui, ça on l'avait pas prévu, donc il va falloir l'amortir. Donc ça peut être très dangereux. Par contre, c'est très pessimiste, donc je voudrais terminer par un message beaucoup plus optimiste, c'est que ce qui ne menace pas le savoir-faire français, ce sont les Français. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils aiment les bons produits, ils aiment les bonnes choses. Et effectivement, là, c'est une bonne punchline, je la note. On est, je pense, notre association est vraiment le fruit de ça. Et manger un bon biscuit avec un café, c'est génial. Voilà. Et café foie gras, on peut faire. Hein. On peut tester. Ouais, le côté salé, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que le côté salé avec le café, ça marche très très bien. Souvent, on veut absolument, parce qu'on met un sucre dans le café, et d'ailleurs, toutes les gens qui ne sucrent pas le café vont vous dire la même chose. Ah, mais moi, tu me mets surtout pas de sucre dans le café, sinon c'est imbuvable. Ben oui, mais en fait, arrêtez d'associer le sucre et le café, ça marche pas. Moi, je viens de la région Bourgogne-Franche-Comté. Prenez un petit morceau de comté, prenez un café. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Moi, je fais topinambour café. Très bien. Butternut café. Génial. En salé ou en sucré, c'est pas mal. Parfait. Ouais. Même un risotto au café, j'ai testé.
Ouais. J'ai hâte que tu m'invites pour goûter ça. Allez, on le fera. Vous pouvez juste repréciser vos 4 maisons, combien de salariés? Donc nous, Maison Biacelli, en fait, c'est 2 marques. C'est Biacelli, le Petit Bourguignon. Nous sommes 6 collaborateurs. Quand nous avons repris l'affaire en 2013, nous étions 3. Nous sommes aujourd'hui 35. Nous, on est dans la distribution, donc au travers des 13 boutiques et dans l'atelier de production, environ une centaine, mais qui double, notamment pour la période de fin d'année que tu connais certainement, avec la présence dans d'innombrables marchés de Noël. Voilà. Et nous, nous sommes 35, voilà, c'est pareil. Avec un pic d'activité en fin d'année, bien évidemment, foie gras saumon, voilà. Bon, donc on emploie des saisonniers qui reviennent chaque année. Ça, c'est quand même une grande chance. Voilà. Si vous savez les fidéliser, peut-être. On essaye. Par rapport à Maison et savoir-faire d'excellence, qu'est-ce qu'il y a donc là, ça a été donc créé en 2020. Qui veut m'expliquer pourquoi cette création, la mission, l'ambition, la vocation, et finalement au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Je commence peut-être. Donc autour de la table, vous avez 3 fondateurs, c'est comme ça qu'on nous appelle. Milan Manquin, qui nous écoute ou qui nous regardera certainement, c'est Marc Darroze, qui fait des bazars maniaques également dans le sud-ouest. Et en fait, c'est à son initiative, associé aux 3 nôtres, où on s'est quand même posé des questions pour mettre en place une association ou un collectif pour défendre effectivement toutes les valeurs qu'on a évoquées lors de cet entretien. Et à la base, c'était Marc. Ensuite, effectivement, on s'est tous associés parce qu'on s'y est reconnus assez facilement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a une 15aine de membres. Et vos ambitions, Frédéric ou Laurent? Pour moi, cette notion de partage entre nous, on l'a bien vu en fait au cours de nos discussions là. En fait, on est tous sur des produits, des méthodes, des entreprises différentes, et de pouvoir partager en fait avec différentes maisons en fait. Sur nos problématiques en fait, donc de communication, sur tout sujet en fait qui borde en fait les entreprises. Pour moi, doivent en fait nous porter et nous aider de toujours continuer à avancer et nous donner toujours l'envie d'avancer. Voilà. Alors. Notre ambition, en fait, en termes de nombre de maisons, on ne cherche pas à être un énorme collectif. Voilà, il y en a déjà qui se sont fondés. Mais bon, si on pouvait être une trentaine, en fait, de maisons singulières comme les nôtres, ça nous permettrait en fait d'obtenir encore plus de richesse entre nous, parce que c'est vraiment très riche. On se réunit une fois par an ensemble. Là, on s'est réunis déjà la semaine dernière en Bretagne. Bon. On vit à chaque fois des moments très très forts autour de nos maisons, autour de nos métiers, autour de nos produits. Voilà. Et on a envie d'aller plus loin. Là, vous êtes combien? Une 15aine de maisons. Déjà, je ressens ça avec 4 maisons autour de cette table. Donc j'imagine quand vous vous réunissez à 15. Ouais. Quand on est 15, on mange et on boit beaucoup. Oui, mais et bien. Surtout, absolument. Que du bon, que du bon. En fait, on porte une certaine forme de savoir-être et de savoir-faire, d'art de vivre à la française. C'est ça, on porte ces valeurs-là. Et on essaye de convaincre. Et le fait qu'on ait aujourd'hui un micro ouvert pour s'exprimer, mais c'est génial. C'est génial. Parlons au plus grand nombre et entraînons avec nous halte à la malbouffe. Voilà. C'est de la merde. Bah non, mais Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. Si tu nous écoutes. Mais cette capacité que vous avez à séduire aussi au travers de votre discours, dont on sent qu'il n'est absolument pas robotisé, pas standardisé, très singulier, je vais le retenir parce que ça me plaît bien. C'est très joli. Et par rapport aux générations, vous parliez d'héritage, de transmission, qui est très importante. Moi, je suis une ancienne prof de lettres, donc c'est important aussi pour moi de favoriser finalement l'essor gustatif de la jeunesse. Pour ces métiers de bouche qui sont difficiles, qu'est-ce que vous dites aux jeunes ? Donc à la fois les métiers de bouche et puis les métiers de la viticulture aussi, parce que c'est harassant, parce que c'est fatigant. J'aimerais que chacun donne un message. Et moi je dirais que c'est, en tout cas chez nous, c'est vraiment
quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que nous, on participe beaucoup avec ce qu'on appelle le compagnonnage, c'est un peu propre à l'Alsace, où effectivement les anciennes générations promeuvent leurs gestes, leur culture, etc. auprès des jeunes générations, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est aveuglément appris ou dupliqué par les générations qui viennent. Et la force, en tout cas, c'est que ces jeunes générations apportent aussi elles-mêmes le geste qui va faire que les grandes traditions de demain vont aussi évoluer dans un certain contexte. Après, je pense que c'est un devoir de fond, puisque les métiers de bouche n'attirent pas forcément. Il y a quand même des difficultés de recrutement dans beaucoup de régions. La nôtre, d'autant plus, puisqu'on est au carrefour de l'Europe, avec 2 locomotives à côté de chez nous, qui sont la Suisse et l'Allemagne. Donc la singularité, c'est de les considérer et surtout de leur faire comprendre qu'ils participent au rayonnement de notre belle région. Et en une bouchée, en un petit bredella, si on arrive à faire apporter un petit sourire à ceux qui nous dégustent, je pense que nos salariés auront compris que le petit geste qu'ils ont apporté à tout ça, ça fait de beaux souvenirs à ramener dans l'esprit de chacun. Oui, parce que finalement, votre maison, enfin le collectif, c'est l'idée du ensemble. Et donc là, c'est le ensemble, vous partagez vos valeurs, mais au travers de vos maisons, il y a vraiment l'idée de tout le monde est un maillon de la chaîne, et finalement, sans l'un, sans l'autre, rien ne se crée et rien ne rayonne. Donc, Frédéric, par rapport aux générations. Je vais prendre un angle un peu différent. Malgré mes cheveux blancs, j'ai encore un ado à la maison, donc la malbouffe, je connais, et il connaît. Mais dans le même temps, c'est un gamin qui, dès ses 4 ans, 5 ans, a commencé à fréquenter les étoilés Michelin. Et il sait apprécier un étoilé Michelin. Donc je me dis qu'un jour, il abandonnera la malbouffe, bien sûr. Voilà, et qu'il se rendra compte qu'il a eu une certaine forme de chance dans sa vie d'être acculturé assez tôt à ce qui se fait de mieux sur le territoire français, et au-delà. L'éducation au goût. L'éducation au goût, exactement. Thomas ? La passion. Soyez passionnés. Aujourd'hui, quand on discute avec les jeunes, on intervient grâce à notre collectif auprès d'écoles, de formation pour l'hôtellerie, la restauration, etc. Et les jeunes qu'on rencontre sont tous passionnés. Ils sont tous hyper engagés. Faire un métier qu'on aime, c'est juste génial. Et effectivement, les métiers de bouche, les métiers sur le vin, etc., sont vraiment des métiers plaisir. On vend pas, j'ai rien contre les vendeurs de tournevis et d'écrous, mais voilà, ce qu'on vend, ce sont des produits qui sont vivants, c'est génial, on le partage. À la télé, on voit plein, et les jeunes sont assez câblés sur les réseaux, la télé, etc., mais on voit plein d'émissions culinaires, donc on se rend compte qu'effectivement, le bien manger, c'est absolument passionnant. Donc pour tous ces jeunes qui ont envie de vivre d'une passion, venez nous rejoindre. La table, le partage, en fait. La table du dimanche, en fait, en famille, voilà. On sait très bien que de vivre des semaines en famille, c'est un peu compliqué, les enfants, machin, etc. Mais la table du dimanche reste la table du dimanche, quoi. Donc, on est le saumon du dimanche, on est le canard du dimanche. Voilà. Non, mais c'est... # je suis un canard. Voilà, je pense que dans ce collectif, en fait, c'est ce qui nous anime au quotidien d'essayer de promouvoir tout ça, quoi. Voilà, cette notion de plaisir, cette notion de se recevoir, de partager ensemble, etc. doit aussi, avec la jeunesse, nous permettre en fait de se rencontrer, de discuter ensemble et de signer des bons deals ensemble, voilà, avec nos collaborateurs au quotidien et tout ça. Bon, voilà. Nous, on essaie de chercher en fait des liens. Parce qu'en fait, il n'y a aucune école qui forme en fait nos collaborateurs à nos métiers. Il n'y a aucune école qui forme à fumer du saumon ou à faire ou à mettre du foie gras en conserve. Donc c'est pour. Faut la créer. Il faut la créer, ouais. Mais bon. Ouais, nous on est que 35, hein, donc bon, ça va. Mais donc tout le cursus de formation, etc. passe par nous. C'est ça, voilà. Avant de savoir trancher un saumon à la main, etc. Et il faut parfois 6 mois, parfois une petite année en fonction des uns et des autres. Donc on essaye de chercher des solutions pour trouver des axes de formation là-dessus pour essayer de générer quelque chose, quoi. Voilà. Ça pourrait permettre une reconnaissance métier qui soit un peu plus forte. Ouais. Et donc engageante. Et engageante, ouais. Alors, votre devise est de partager l'expérience sociale du goût et du geste, le goût et le geste, afin de connecter les hommes. Petite question philosophique, en quoi le goût est-il, selon vous, un formidable créateur de liens ? Vous avez 6 pages et 3 heures.
Ça, c'est le côté prof qui parle. Il fallait être avec nous la semaine dernière en Bretagne. Voilà. Je n'ai pas été conviée, Laurent. Non, Raphaël, mais le goût, c'est un marqueur civilisationnel. On est d'accord, Madame la prof. Oui. J'ai une bonne note, là. Ouais. Et donc, Très impactante, disruptive, très bien, originale. Et donc, bien sûr que tout ce qui contribue au goût contribue aussi à la poussée de la civilisation, au processus civilisationnel. La civilisation, elle est née avec, quand on passe du cru au cuit, quoi, quelque part. Et au fermenté. N'oublions pas le fermenté. Ce qu'on appelle pourri, mais c'est la fermentation. Et là, je trouve que ensemble, on accompagne le processus civilisationnel. Et je trouve que c'est beau et c'est glorifiant. Quel honneur. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Bon, passer après Fred, c'est hyper dur. Non, mais Parce que lui, il a 20 sur 20, là, mais c'est oui, sûr. 20 sur 20. Quoi rajouter? Le goût, effectivement, c'est. Alors, je vais revenir sur le produit café, mais le café, typiquement, c'est le produit plaisir. C'est le produit où, effectivement, en fin de repas, le dimanche, on termine par quoi? On va terminer par un petit biscuit avec un petit café. Et un petit Armagnac pour terminer, on va pousser le café. Et en fait, ça, ce sont des moments qui vont générer de la convivialité. Quand vous vous arrêtez sur une station d'autoroute et que le café, il est pas bon, vous n'avez pas envie de rester, vous vous en allez. Donc le goût est important, le goût est vecteur de partage, on y revient toujours en fait. Donc quand c'est bon et quand on passe un bon moment, c'est le savoir-vivre, c'est le savoir bien manger à la française, c'est juste magnifique. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit. Voilà. Ouais, non, mais se régaler au quotidien, même sur les petites choses, même sur des petites choses simples, en fait. Mais quand c'est bien fait, c'est toujours plus agréable. Raphaël. Moi, je trouve qu'on est devenu des hommes avec un grand H un peu trop compliqué. Et moi, je me rappelle de mes études, quand j'avais analysé la pyramide de Maslow, on disait que la base, c'était le besoin primaire. Moi, je mets le goût dans le besoin primaire. Et je trouve que ces besoins-là, aujourd'hui, on les a complètement sous-estimés. On parle de plein d'autres choses. Et en fait, je pense que le bien manger en fait partie. Et le goût, effectivement, ça connecte les hommes parce que quelque part, autour d'une bonne table, comme le disait Laurent, qu'est-ce qu'on peut refaire? Le monde, souvent. Autour d'un bon café et puis quelques armagnacs, on peut faire encore plus que le monde. Mais en tout cas, je pense que c'est surtout ça qui est important. Donc, ce besoin primaire, et ça, c'est intéressant. Donc, oui, il faut promouvoir le goût. Ça, c'est fondamental. J'aimerais vous poser la question, c'est quoi votre Madeleine de Proust? Dans nos métiers ou dans... Non, vous. Quelle est la saveur? Quelle est la recette, en fait, qui vous évoque Moi, j'en ai une que j'ambitionne, c'est presque un scoop, ce que je vais te dire, que j'ambitionne de remettre au goût du jour dans ma biscuiterie. Dans notre famille, donc j'ai retrouvé un vieux grimoire de mon arrière-grand-père, biscuitier lui aussi. Quand je me suis marié, à mes 18 ans, à ma communion, ma profession de foi, à tous les apéros de Noël, mon père me fait ce qu'on appelle un mini Fleischnacka sur base pâte feuilletée. Donc c'est une entorse. C'est une entorse, mais comme Frédéric, on aime bien les entorses. C'est une entorse à la sacro-règle alsacienne du Fleischnacka. Mais c'est vraiment trouver en une petite bouchée tous les marqueurs de l'Alsace. Et ça, si on arrive à faire ça demain, j'en serai le premier ravi. Maintenant, se pose le problème de norme. J'ai peur de la norme, mais on va la combattre. On va la contourner. Quoi qu'il en soit. Alors moi, j'ai une petite Madeleine de Proust qui est mon apprentissage du champagne, en bon champenois. Mes premiers souvenirs, c'est le verre de champagne en fin de repas, donc plutôt demi-sec, un peu chargé en sucre, dans lequel on trempe le biscuit rose de Reims, recouvert de sucre glace, où on souffle dans le nez de sa sœur, bien entendu, etc. Et ça, j'ai essayé de le remettre au goût du jour dans certains dîners qu'on fait chez le Clermont. Mon équipe a un peu de mal, donc peut-être que c'est une question générationnelle. Ma Madeleine de Proust n'a pas passé le cap du 21e siècle. Thomas? J'en ai pas forcément depuis tout à l'heure. Je réfléchis à la réponse. J'ai pas forcément de réponse. Alors, qu'est-ce que tu aimes associer au café, à ton café? Qu'est-ce que j'aime associer à mon café? Dans notre groupe, donc on a Raphaël qui gère la partie biscuit, et puis on a une autre personne de la maison Mulot et Petit-Jean qui gère toute la partie pain d'épices, qui est une maison dijonnaise. Et puis elle a fait un
mini pain d'épices qui est tout petit, qui doit faire à peu près 1 centimètre, qu'elle a appelé le mulot, et un petit mulot avec un café. Voilà, ça typiquement c'est vraiment très très bon, ça accompagne très très bien. On a ces odeurs un petit peu anisées en bouche, on a voilà, ça c'est un petit biscuit qui me plaît. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un biscuit, mais en tout cas, ça me plaît bien, avec une douceur, voilà, qui me plaît beaucoup avec le café. Et voilà, du pain d'épices, on en a mangé petit, et ça pourrait être ma madeleine. Merci, Laurent. Moi, je suis un dingue de lièvre à la royale. Mais un dingue. C'est dur pour ça faire. Ouais. La sauce. Et en fait, Guillemette Bartouille là, a revisité une recette en fait qu'elle a mis en terrine. En fait, d'une terrine de lièvre avec un foie gras lié au sang, etc. Et c'est magnifiquement réussi. Ouais. Mais on n'a jamais dégusté, Laurent. Si. Ah, bah pas lui, a priori. J'étais pas présent, alors. J'étais pas là. T'étais peut-être pas là, oui. Quelquefois. Ouais. On a refait ça il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Formidable. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase ? Pour moi, cuisiner, c'est... C'est que de l'amour. Cuisiner, c'est la vie. Cuisiner, c'est se régaler. Et moi, cuisiner, c'est partager. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, Thomas, la passion, évidemment. Quelle est votre définition de la passion ? Alors, pour ma part, la passion, c'est le plaisir, c'est le fait de se lever le matin et d'aller travailler, mais sans se dire que bah zut, je vais travailler ce matin. Non, c'est engageant, on voit pas les heures passer, c'est impliquant, et puis c'est surtout énormément de plaisir. La passion, c'est, en tout cas pour ma part, j'adore faire ce que je fais. Je ferai rien d'autre dans ma vie que de faire du café. C'est vraiment passionnant. Moi, je paraphraserais une mauvaise boisson énergisante, mais moi, la passion me donne des ailes. Pas de limite, pas de carcan, une ouverture d'esprit à 360 degrés, et puis on y va. C'est aussi un joli combat. Laurent ? Pour moi, la passion, c'est faire les choses sans ennui. C'est simplement. Voilà. Et le philosophe de la table, Frédéric ? Mais si, c'est beau ce que tu dis. La passion, c'est le moteur qui te pousse et qui te pousse, mais sans que tu aies besoin de freiner d'ailleurs. Hein, ça avance tout seul, tellement c'est facile. La passion, elle permet d'avaler les côtes. Voilà. Et effectivement, le partage, le plaisir. J'ai dédié ma vie professionnelle au vin spiritueux, donc il faut quand même être passionné. Et c'est un métier à risque. Hein. Nos métiers sont des métiers à risque, hein, pour les gourmands qui ne savent pas réguler. Donc c'est une passion qui doit rester quand même assez mesurée, parce que la passion peut devenir dangereuse. On en a vu des crimes passionnels, attention. Donc passion, mais avec toujours un peu de modération. Moi, mon podcast s'appelle Passion sans modération. On n'a pas envie de se modérer ici. Alors, je vais conclure. Oui, parce qu'on va être obligé de se quitter. Je sais que c'est dur, mais il faut se quitter. Vraiment, merci, messieurs. Quel voyage passionnant. Alors, j'ai écrit la conclusion parce que j'ai tellement été inspirée, j'arrêtais pas de réécrire. Quel voyage passionnant au cœur de l'artisanat français, au cœur du patrimoine gastronomique et surtout au cœur de la régionalité, parce que là, on a parlé d'Alsace, on a parlé des Landes, on a parlé de Champagne, on a parlé de Bourgogne et de Dijon. Et surtout, merci pour votre humilité. J'ai été très, très, très touchée par ce que vous incarnez et surtout vos convictions que vous avez révélées comme ça à cette table m'ont permis de comprendre une belle philosophie qui m'anime depuis plus d'une décennie. L'amour du monde agricole régit vraiment le monde de la gastronomie sincère. J'ai entendu l'éloge du temps long, l'éloge de la patience, le respect de l'émotion. Donc merci Frédéric pour cet échange. Merci Thomas. Merci. Merci Raphaël. Merci. Merci Laurent, pardon. Merci. Longue vie au collectif Maison et savoir-faire d'excellence. Et je reprends, ce qui ne menace pas le savoir-faire français, c'est l'amour des Français pour le savoir-faire. Alors continuez à faire rayonner l'art de vivre à la française et surtout, ne nous bridons jamais. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis
et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.